Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Lurimeau, je suis associé au sein du cabinet Juliet Sterwen sur des questions d'énergie. J'aurai le plaisir de modérer cette discussion avec nos grands témoins sur le thème filière de la transition énergétique, le défi de la pénurie des compétences. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une discussion qui s'annonce passionnante, qu'on a travaillé avec Hélène Badia, présidente de l'Université des métiers du nucléaire, et Stéphane Vallée, DRH d'Equans, il y a quelques jours, et qui s'annonce riche en exemples concrets, précis, sur des sujets qui sont clés pour la transition énergétique. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre vous découvrent peut-être Juliet Sterwen pour la première fois, donc je vais prendre quelques instants pour vous dire qui nous sommes. Donc, Juliet Sterwen, nous sommes un cabinet de conseil français en stratégie, transformation et innovation. Pour quelques chiffres, gardez en tête que nous sommes 650 collaborateurs pour un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 100 millions d'euros et que nous avons doublé notre activité dans les cinq dernières années. Nous découpons nos interventions suivant 4 grandes dimensions que nous mixons à chaque fois au gré des sujets, mais nous abordons les transformations dans toutes leurs facettes, qu'elles soient sur les métiers, sur le business, sur des sujets de stratégie, de design, d'innovation, d'expérience client, de marketing, de pilotage de programme. La dimension humaine qui est centrale dans nos activités, que ce soit sur des thématiques d'engagement, de culture, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est finalement bien dans le thème de notre discussion d'aujourd'hui, de nouveaux modes de management, de conduite du changement, de coaching individuel et collectif et d'impact RH et sociaux. Nous accompagnons également nos clients sur des dimensions de transformation agile et d'évolution des pratiques à l'occasion des projets digitaux, de modèles organisationnels associés, de structuration d'innovation, d'excellence opérationnelle, et j'en passe. Et sur le volet digital, nous accompagnons aussi ces transformations de la définition de la stratégie et de la feuille de route jusqu'à son exécution en accompagnement direct de ces projets. Je voudrais également, sur la page d'après, partager quelques éléments de réussite qui font notre fierté. Donc, Juliet Sterwen est classé incontournable ou excellent dans 21 catégories par le magazine Décideur sur nos segments de marché d'intervention. Nous avons le plaisir de détenir le label BPI France depuis plus de 5 ans en termes d'excellence, qui récompense des entreprises en croissance et innovantes. Nous défendons maintenant, depuis plusieurs années, notre label Platinum auprès d'Ecovadis en termes de performance RSE, ce qui nous place dans le top 1% des entreprises les plus performantes sur cet axe-là. Et pour la 2e année consécutive, nous avons été classés premiers par Choose My Company au classement Happy Index at Work parmi les entreprises de 500 à 1000 salariés. Une culture de l'idée également chez Juliet Sterwen, dont témoigne notre présence aujourd'hui à travers la semaine de la transformation, mais qui se matérialise aussi par un investissement récurrent de notre chiffre d'affaires, de 8% de notre chiffre d'affaires, dans de la R&D, de nombreuses publications et participation à des débats de place, des comités scientifiques que nous avons constitués et dans lesquels nous intervenons, et nous sommes un des membres fondateurs de France FinTech. Voilà. J'en viens maintenant à la discussion qui nous intéresse aujourd'hui. Nous aurons un temps de questions-réponses, on y veillera. Donc surtout, profitez du chat pour nous poser toutes vos questions dès maintenant. Et nous les soumettrons à nos experts en fin de discussion. Eh bien, j'en viens maintenant à l'introduction et au démarrage finalement de cette discussion. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Hélène Badia, présidente de l'Université des métiers du nucléaire, Stéphane Vallée, DRH d'Equans pour la France, et Karine Longchamp, qui est senior manager chez Juliet Sterwen et experte des questions de prospective et de compétences. Voilà. Pour introduire la discussion, et c'était le message qu'on avait partagé avec Hélène et Stéphane il y a quelques jours, ce qu'on voulait rappeler, c'est un constat fort, à savoir que réussir la transition énergétique, c'est en quelques années effectuer un nombre de chantiers de transformation de systèmes techniques qui est assez difficile à imaginer. C'est pas du tout une promenade de santé. Dans l'histoire, seuls des épisodes de reconstruction après des guerres
ont nécessité des efforts similaires. Et on a toujours beaucoup à l'esprit des pénuries de matières premières ou de systèmes techniques. En réalité, une des premières pénuries à laquelle nous risquons de faire face, c'est la pénurie de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre indispensable pour abattre une montagne de travail énorme et d'une main-d'œuvre qualifiée pour aborder la transition énergétique. Au rythme actuel, il y a à craindre qu'il n'y aura pas assez de jeunes diplômés et de professionnels en reconversion, et donc il y a urgence à agir pour innover, pour voir en compétences notre transition énergétique, aller chercher les compétences dont on a besoin. Donc partant de ce constat, je vais me tourner vers nos grands témoins et leur demander à chacun comment est-ce que ce constat de la pénurie de compétences et du défi de la pénurie de compétences qu'on a posé ici de façon générale, il se retraduit dans chacune de leurs organisations. Peut-être pour commencer, je vais vous passer la parole, Hélène, sur ce sujet. Merci Quentin, bonjour à tous, ravi d'être ici aujourd'hui. Alors en effet, le sujet des compétences, c'est un sujet majeur pour la filière nucléaire. Et donc en quelques mots, l'Université des métiers du nucléaire, je vais vous dire ce que c'est. C'est une entité, une association qui a été créée par les grands acteurs de la filière nucléaire, mais aussi d'autres entités telles que France Travail, France Industrie, Nucléaire Vallée, les grands acteurs donc, de la filière nucléaire que sont Orano, EDF, Framatome, Landra, le CEA, le GIFEN, le groupement des industriels de la filière nucléaire, Nucléaire Vallée également, et l'UIMM, l'UFE. Et en fait, on s'est tous réunis, fédérés pour créer cette université des métiers nucléaires qui a un format d'association pour justement répondre à cette question du défi des compétences pour la filière nucléaire. Euh, pour la filière nucléaire, en fait, vous le savez, les défis industriels sont majeurs. On a en France aujourd'hui une relance du nucléaire qui a été en tout cas indiquée par le président de la République lors de son discours de Belfort en 2022 et qui, en fait, nos grands objets industriels, ça va être déjà de prolonger le parc nucléaire existant au-delà de 40 ans. Ça va être aussi de construire des nouveaux réacteurs avec deux EPR2 dont la construction a démarré à Penly, en Normandie. Et puis, ça va être aussi le développement de plus petits réacteurs, ce qu'on appelle les SMR, les Small Modular Reactors. Et donc, tous ces projets industriels, finalement, font que la filière nucléaire va avoir besoin de 100 000 recrutements dans les 10 prochaines années. Donc, le défi est considérable. 100 000 recrutements d'ici donc 2033. Et ces 100 000 recrutements, donc on a modélisé les projets industriels et puis vraiment fait des calculs pour estimer ce besoin de 100 000 personnes et puis regarder dans quel métier on aurait besoin d'aller chercher ces personnes. Et on va devoir recruter sur tous les métiers du CAP au bac+5, voire au bac+8, et sur des métiers industriels dont nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin, bien sûr. Alors, on a quelques atouts, et puis mais on en parlera, je pense, un peu plus tard, mais c'est vrai que l'attractivité, c'est un sujet majeur, et que la filière nucléaire, elle contribue de fait à la transition énergétique. C'est pas nous qui le disons uniquement, c'est le GIEC. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir qu'on s'appuie aussi sur le nucléaire, sur la sobriété, sur les énergies renouvelables, mais aussi sur le nucléaire. Et le nucléaire, aujourd'hui, il a un regain d'attractivité quand même auprès des jeunes diplômés. C'est-à-dire que les jeunes diplômés sont très sensibles à ces questions de sens, de transition énergétique et aussi d'ailleurs d'indépendance énergétique de la France à laquelle contribue le nucléaire. Ce qui fait qu'on a quand même un regain d'attractivité lié au sens et à la transition énergétique auprès de ces jeunes diplômés. On en reparlera, c'est beaucoup plus compliqué pour nous finalement d'aller chercher parce qu'on ne va pas trouver 100 000 personnes uniquement parmi les jeunes diplômés. Il faut aller chercher aussi des personnes en reconversion et puis évidemment féminiser. Et ça, c'est deux sujets sur lesquels c'est un peu plus compliqué. Stéphane, est-ce que vous voulez nous partager votre vision de ce constat dans le cas d'Equance? Volontiers. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Equance, déjà pour en dire quelques mots, c'est un nom qui est nouveau, donc peut-être pas l'intégralité d'entre vous connaissent ce nom. Le nom a été créé il y a 3 ans et en fait il recouvre une réalité qui est assez simple. Deux entités qui viennent du groupe Engie, qui s'appellent Ineo et Axima, et une entité qui vient du groupe Bouygues, qui s'appelle Bouygues Energy Service. Le tout a été regroupé sous le nom d'Equance. C'est maintenant devenu le métier le plus important du groupe Bouygues. Equance en France, c'est 32 000 personnes et c'est 6 000 recrutements par an. Donc finalement, pour rejoindre ce que disait Hélène juste avant, l'enjeu du recrutement est fondamental, puisqu'on a plusieurs milliers de recrutements à effectuer par an, non seulement parce que il y a
il y a un remplacement naturel des générations qui se fait, mais aussi parce que on est plutôt des métiers en croissance. Nos métiers, les deux métiers essentiels, c'est l'électricité sous toutes ses formes, j'allais dire de la production au transport jusqu'à l'arrivée dans les foyers et dans les lieux de consommation. C'est aussi la maintenance, c'est aussi la climatique, le génie climatique. Et puis, c'est des spécialités comme le froid commercial, le froid industriel, le digital. Donc on est sur des métiers qui sont des métiers comme le disait Hélène d'ailleurs, pour certains attractifs, dès qu'on parle de transition énergétique, dès qu'on parle d'énergie renouvelable, de solaire, d'éolien, de pompe à chaleur, on a tout de suite un élan d'attractivité. Le nucléaire reprend ses lettres de l'Orbonnais. Je reprends complètement la vision d'Hélène. Le nucléaire, grâce probablement à ce qui se passe en ce moment, est aidé par le pouvoir politique. On a aujourd'hui un regain d'attractivité pour les métiers du nucléaire. On a aussi des métiers très traditionnels sur lesquels l'attractivité est inférieure, et notamment tous les métiers qui sont exposés aux intempéries, où en fait on doit convaincre nos nouveaux arrivants d'aller faire un métier passionnant, mais qui nécessite de se déplacer parfois dans la campagne et d'être soumis voilà, aux joies et aussi aux contraintes du déplacement. Donc on a un sujet d'attractivité qui est paradoxalement un petit peu plus ardu vers les populations qui ne sont pas forcément issues de l'enseignement supérieur. Donc finalement, paradoxalement, pour nos collaborateurs qui nous rejoignent issus d'enseignement supérieur, les métiers sont connus, les spécialités sont identifiées et les candidatures nous parviennent de façon efficace. On doit faire plus d'efforts pour aller chercher les techniciens, les personnes qui viennent avec un niveau de brevet, de CAP, parce que il faut déjà les chercher plus jeunes. Donc on a un enjeu d'attractivité vers ces métiers de la technique et du terrain qui passe aussi chez nous énormément par l'alternance, puisque on fait de l'alternance une priorité absolue pour pouvoir intégrer nos nouveaux collaborateurs le plus jeunes possible et les garder le plus longtemps possible. Et puis derrière aussi, il y a la reconversion, mais ça, je pense qu'on va en parler lors de ce webinaire. Et Karine, est-ce que tu aurais des chiffres sur l'ampleur finalement, de ce constat à l'échelle de la transition énergétique? Oui, bonjour Quentin, bonjour Hélène, bonjour Stéphane. En effet, les études les plus récentes qui concernent la transition énergétique évoquent un stock positif de plus de 5 millions de postes en Europe à horizon 2050, dont plus d'1 million en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces postes s'appuient à la fois sur des compétences traditionnelles et sur des compétences nouvelles qui sont en concurrence avec l'ensemble du secteur d'industrie qui, d'une manière générale, souffre d'un déficit d'image. Il va donc falloir attirer et former beaucoup de monde. Et ben, ce qui nous donne justement une transition vers une question complémentaire qui est finalement par rapport aux besoins en compétences dont on vient de parler. Une des premières pistes, ce serait forcément d'attirer beaucoup plus de gens vers des parcours de formation qui existent déjà pour qu'ils aillent vers les métiers de l'industrie et de la transition énergétique. Et donc, vous en avez déjà un petit peu parlé, Hélène. Pourquoi est-ce que l'industrie a autant de mal à attirer? Et est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on a des leviers pour créer une rupture avec cette situation? Oui, en fait, c'est la mission centrale, finalement, j'allais dire, de l'Université des métiers du nucléaire, parce que face à ces besoins en compétences qu'on a exprimés tout à l'heure, les fameuses 100 000 personnes dans les 10 ans à venir sur différents métiers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place l'offre de formation existante au niveau du territoire français. Et ce qu'on constate, c'est que les formations sont nombreuses. Il y a vraiment en France de nombreuses formations qui mènent aux métiers industriels. On a, nous, dans la filière nucléaire, un tableau de 7000 lignes, pour vous dire, il y a 7000 endroits en France où vous pouvez vous former, alors évidemment sur différents métiers, mais pour venir travailler dans la filière nucléaire. Le sujet, c'est que ces formations, elles sont effectivement encore trop peu attractives. Ces formations, pour 80% d'entre elles, qui mènent au nucléaire, ce sont des formations qui mènent à d'autres métiers industriels. On disait, je vais prendre un exemple, le bac pro chaudronnerie ou le BTS électrotechnique. Voilà, ce sont ces formations-là qui nous intéressent, ce sont des formations qui mènent aux métiers industriels. Et en fait, elles sont trop peu remplies. Et d'ailleurs, on a des formations qui ferment parce qu'on n'a pas assez d'élèves dedans. Donc le sujet, c'est bien d'arriver à attirer dans ces formations et d'arriver à attirer vers l'industrie. Et en effet,
Alors, on reviendra sur différents leviers pour attirer et pour changer un petit peu l'image de l'industrie, mais l'important, c'est effectivement de s'appuyer sur cette offre de formation existante déjà, parce elle est riche. Et l'idée, nous, ce qu'on a fait au niveau de la filière nucléaire, c'est qu'on a travaillé à rapprocher finalement l'éducation nationale, le milieu académique, des industriels pour pouvoir aller adapter les formations de l'éducation nationale en intégrant dedans des modules d'enseignement nucléaire. Donc, on va aller mettre des modules qui expliquent comment. Alors, déjà, le nucléaire, qu'est-ce que c'est? À quoi ça contribue en termes de transition énergétique? Et puis, qu'est-ce que la sûreté nucléaire? Comment fonctionne un réacteur, etc. Donc, ces modules, on appelle ça la coloration nucléaire dans le langage de l'éducation nationale. Et l'idée, ça va être d'aller apporter ces modules de coloration nucléaire à des formations existantes, donc les fameux bac pro chaudronnerie, BTS électrotechnique, etc. Et ces on ne peut pas les mener sans le soutien évidemment des pouvoirs publics qui nous ont beaucoup aidés, de l'éducation nationale qui s'est vraiment lancée avec nous dans cette aventure et on a conçu les modules avec les inspecteurs de l'éducation nationale d'un côté et avec les industriels de l'autre. Donc, et ces modules-là, alors évidemment, ils vont former les jeunes aux fondamentaux du nucléaire, mais ils vont aussi permettre d'attirer les jeunes vers les formations industrielles. Parce que voilà, comme on le disait, il y a cette attractivité nouvelle et regagnée par le nucléaire du fait de sa contribution à la transition énergétique. Et le fait de dire, bah, tenez, vous habitez à Dieppe, à côté d'une centrale nucléaire, ou pas d'ailleurs, et vous vous lancez dans un bac pro chaudronnerie, et ben ce bac pro chaudronnerie, vous allez pouvoir aussi y découvrir comment fonctionne l'industrie nucléaire, qu'est-ce qu'elle peut vous amener en termes d'étendue des parcours professionnels, et puis qu'est-ce que sont finalement ces enjeux, la sûreté nucléaire, etc. Donc ça montre bien finalement que l'idée, c'est quand même de s'appuyer sur ce qui existe et puis d'aller fédérer, travailler en coopération pour permettre d'adapter et d'attirer vers ces filières industrielles. Et pour vous, Stéphane, chez Equance, la question de l'attractivité, comment est-ce qu'on l'aborde? De façon très comparable à ce qui vient d'être dit par Hélène, on a des formations qui mènent à nos métiers naturellement. Donc, de ce point de vue-là, on a une logique de parcours entre le parcours académique des jeunes qui apprennent la théorie et qui viennent l'appliquer chez nous. De ce côté-là, il y a une continuité. Donc, ils ont soit des stages dans leur scolarité, soit des alternances, et on participe grandement, comme je le disais tout à l'heure, à l'accueil des jeunes en stage ou surtout en alternance. Et puis, il y a aussi des métiers dans lesquels on n'a tout simplement pas de formation initiale adaptée, pas forcément parce qu'il y a un déficit, parce qu'en fait, ce sont des spécialités tellement précises qu'elles n'ont pas forcément donné lieu à une formation académique. Je vais prendre peut-être deux exemples. L'exemple de la haute tension, les métiers de la haute tension, c'est-à-dire les personnes qui, par exemple, dans notre entreprise, conçoivent, mais surtout réalisent les lignes à haute tension qui vont transporter l'électricité d'un point à un autre avec des hauts voltages de type plusieurs centaines de milliers de volts. Ces métiers-là, qui sont des métiers extrêmement spectaculaires, puisqu'on monte sur des pylônes à plusieurs dizaines de mètres, on n'a pas de formation spécifique proposée par l'éducation nationale qui mène à ces métiers. Donc du coup, on monte nos propres écoles de formation interne qui permet, à partir d'une spécialité d'électricien, de devenir monteur haute tension dans nos équipes. Peut-être un deuxième exemple, on a des formations qui mènent au métier de climaticien et de frigoriste, mais par contre, pour aller chercher des spécialités encore plus étroites, on va proposer des formations qui sont souvent en alternance d'ailleurs, qui vont permettre de se spécialiser encore et de rentrer dans une spécialité qui va permettre de faire toute une carrière dans ces métiers de technicien. Donc en fait, l'éducation nationale et toutes les formations existantes nous servent beaucoup à alimenter nos recrutements, mais derrière, on est toujours en complément pour essayer de combler les trous quand ils existent, soit seul, ça arrive, soit très souvent, le plus souvent, en partenariat avec d'autres entreprises du secteur et avec les acteurs de la formation au sens large, France Travail, les Greta, les groupements d'intérêt économique et tous les acteurs qui au plan local ou au plan national, nous permettent de monter des formations qui sont soit des formations de quelques semaines, soit de plus ambitieuses de 12 ou 18 mois. Donc, le sujet pour nous, c'est vraiment de se venir en complément de l'éducation nationale, de se servir de tous les leviers devant nous qu'il est possible et de coopérer, puisque dans ce domaine-là, on n'est pas les entreprises concurrentes les unes contre les autres, on est plutôt à coopérer avec tous les acteurs de façon positive.
Il me semble aussi, Stéphane, lors de notre préparation, vous aviez évoqué aussi une approche autour des valeurs du métier, d'une logique de noblesse finalement du métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors ça, c'est une longue tradition de notre groupe. En fait, le fondateur du groupe, il y a une soixantaine d'années, avait dit il faut qu'on redonne à nos ouvriers, à nos techniciens, la noblesse et la fierté de leur métier, dans l'esprit du compagnonnage, j'allais presque dire médiéval, c'est-à-dire lorsque les métiers spécialisés ont apparu et qu'il y avait une vraie noblesse et une transmission de ce savoir-faire. Donc, en fait, un ordre de compagnonnage a été créé au sein de notre entreprise. Il a été créé il y a un peu plus de 20 ans. Il s'appelle l'Ordre des Compagnons des Énergies. Et en fait, il va nous permettre de sélectionner les meilleurs dans leur spécialité, à la fois professionnellement, mais à la fois en termes de transmission et de volonté de partager son savoir, ses compétences et son état d'esprit. Donc, un ordre de compagnonnage très ressemblant à ce qu'on connaît sous le nom de ordre des compagnons du Tour de France ou compagnons du devoir, de manière à pouvoir perpétuer cette tradition du savoir-faire, de la transmission et de l'exemplarité. Ce qui permet effectivement aux gens qui sont sélectionnés pour rentrer dans cet ordre, quelque part de porter les valeurs et de les transmettre au-delà de leur propre personne. Et sur ce sujet, Hélène, vous aviez aussi, je pense, partagé des exemples autour d'une transmission qui impliquait les salariés de la filière nucléaire et des apprenants à travers des bourses. Est-ce que vous voulez... Oui, mais en fait, on rejoint le sujet de l'attractivité et puis le sujet de la fierté par rapport à ces métiers-là. Et c'est vrai que ce qu'on a mis en place, alors avec le soutien des pouvoirs publics, ce sont des bourses d'études qui sont attribuées à des élèves qui sont engagés dans les métiers, dans les formations qui mènent à nos métiers en tension. Donc toujours les mêmes formations que je citais tout à l'heure, de bac de niveau CAP, ABTS. Et l'idée, c'est d'aller donner envie, en fait, aux jeunes de s'orienter vers ces formations qui mènent au métier industriel, en leur donnant une bourse d'études, mais aussi en les faisant accompagner par un parrain ou une marraine qui est salarié d'une entreprise de la filière nucléaire. Et effectivement, au-delà de la bourse d'études qui va sans doute motiver l'étudiant, il y a cet accompagnement par un parrain qui va transmettre les valeurs des entreprises de la filière nucléaire, les valeurs autour de la transition énergétique et la fierté du métier. Et c'est vrai que c'est quelque chose on a remarqué que ça fonctionnait énormément finalement, parce que en fait, faire partie de ces métiers de la transition énergétique, ça resserre les gens, ça fait vraiment jouer collectif et ça, je pense, génère une grande fierté, effectivement. Et donc, ces boursiers-là, c'est une initiative qui marche plutôt bien, puisque au bout de 3 ans, hein, ça fait 3 ans qu'on distribue ces bourses d'études avec le soutien des pouvoirs publics, et 90% des boursiers donc, restent dans la filière nucléaire. Et ce qu'on a constaté d'ailleurs, c'est que le peu qui ne reste pas, c'est qu'on n'avait pas réussi à leur trouver de parrain ou un parrain ou une marraine qui a été pas suffisamment présent, et c'est souvent ça qui fait défaut. Mais quand le parrain accompagne bien la personne, c'est vrai que ça lui donne envie finalement de rester dans cette filière nucléaire et de contribuer avec nous à la transition énergétique. Du coup, on augmente, on élargit notre dispositif de bourse d'études d'ailleurs, maintenant à des diplômes d'ingénieurs, à des diplômes dans les travaux publics. Donc on a grand besoin pour la construction des nouveaux réacteurs. Et on passe aujourd'hui à 350 boursiers par an. On était à 200 les années précédentes et on va passer à 350 boursiers par an, répartis sur tout le territoire dans des formations qui mènent à nos métiers en tension. Et en fait, on est presque allé un tout petit peu vite en besogne, puisque finalement, là, on parle d'attirer des gens qui ont déjà connaissance en fait, des métiers de l'industrie. Comment est-ce qu'on leur fait découvrir ces métiers de l'industrie? Alors oui, alors c'est vrai il y a plusieurs autres initiatives qu'on peut mettre en avant, évidemment, mais de manière non exhaustive. Mais à titre d'exemple, ce que nous, on peut faire au sein de la filière nucléaire, déjà, la première chose qu'on s'est dit, c'est que il fallait pas jouer solo. On a eu tendance dans les années précédentes à jouer un peu solo au sein de la filière nucléaire, parce qu'on se dit qu'on n'est pas toujours une industrie comme les autres. Mais finalement, si, enfin, en tout cas, les formations sont les mêmes. Et de fait, on a plutôt intérêt, on trouve, à travailler collectif, encore une fois. Je parlais tout à l'heure de travail collectif public, privé, éducation nationale, industrielle. Là, on est dans le collectif entre industriels,
pour se dire, en fait, on a tous intérêt à ce qu'il y ait plus d'élèves et de reconversion d'ailleurs vers les filières industrielles, pour moi ensuite éviter de se faire la guerre pour prendre les profils. Donc on a tous intérêt finalement à faire en sorte d'attirer vers ces formations industrielles. Et un exemple que je voulais mettre en avant, c'est l'outil Fort Industrie, qui a été créé aussi avec le soutien de France 2030, et qui est un outil qui permet de découvrir de manière ludique les métiers de l'énergie. Pardon, les métiers de l'industrie au sens large, justement, il n'y a pas que les métiers de l'énergie. Il y a un module énergie, dont les métiers du nucléaire, mais globalement, Fort Industrie, comme son nom l'indique, permet de faire découvrir de manière ludique, c'est une sorte de métaverse en fait, donc les métiers de l'industrie. L'idée, c'est d'aller inscrire des classes, donc les classes sont inscrites via des professeurs, encore une fois de l'éducation nationale, donc on travaille aussi là avec l'éducation nationale. On va inscrire des classes, et les classes vont finalement aller jouer sur ce métaverse, aller regarder des vidéos, répondre à des quiz et faire des sortes de petites battles pour finalement, il y a des gagnants à la fin qui gagnent des prix et qui gagnent des prix d'ailleurs qui sont des visites en physique d'usines et d'industries. Ce qui est assez sympa parce qu'on raccroche aussi au réel et on sait aussi qu'aller visiter une centrale nucléaire mais une autre usine, ça peut susciter des vocations très jeunes. Et donc l'idée de ce fort industrie, c'est quand même voilà, de faire découvrir les métiers aux jeunes, aussi aux demandeurs d'emploi, parce qu'au-delà des classes qui sont inscrites par leurs professeurs, on inscrit des cohortes de demandeurs d'emploi qui sont inscrites par un conseiller de France Travail. Et c'est une initiative donc, qui réunit plus de 200 industriels et qui a permis de toucher plus de 52 000 personnes en 2023. 50 000 en gros, 45 000 pardon, élèves et puis 7 000 demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est une initiative, j'ai envie de dire, où on fédère l'ensemble des filières industrielles pour amener les jeunes vers ces formations qui mènent au métier industriel. Et puis, on a une initiative qui est là plus, j'ai envie de dire, filière nucléaire, mais dont on a besoin aussi pour parler des métiers du nucléaire, qu'on organise depuis maintenant. Alors, la troisième année sera en février 2025, du 3 au 7 février 2025. C'est la semaine des métiers du nucléaire. Et là, le concept de la semaine des métiers du nucléaire, c'est d'aller faire connaître nos métiers du nucléaire, parce qu'on a quand même toujours tendance à croire que les métiers du nucléaire sont réservés à une élite, sont réservés à des voilà, bac plus 12. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'ingénieurs, mais comme le disait Stéphane tout à l'heure, les ingénieurs, c'est pas ce qui est le plus compliqué à recruter. On a aussi énormément besoin de techniciens, et les techniciens, c'est donc plus compliqué pour nous d'aller les trouver, que ce soit en sortie d'école ou en reconversion. Et cette semaine des métiers du nucléaire, ça va être pendant une semaine. L'idée, c'est de tous se mobiliser. Donc les entreprises de la filière nucléaire organisent des portes ouvertes, mais aussi des écoles, des centres de formation publics, privés, des pôles formation UIMM avec lesquels on travaille, par exemple. Et voilà, on va aller présenter les formations qui mènent aux métiers, on va aller présenter nos métiers et organiser des gros forums de recrutement, des job dating. Donc, par exemple, l'année dernière, cette semaine des métiers nucléaires, elle a permis de toucher 16 000 personnes. On a fait x2 par rapport à la première année. Et donc, cette année, on compte toucher le double, 32 000 personnes, et leur faire découvrir et postuler sur les offres d'emploi de la filière nucléaire. On a aujourd'hui quand même 6 000 offres d'emploi sur le site Mon Avenir dans le nucléaire que vous voyez derrière moi, qui est la dernière initiative dont je voulais vous parler. Après, je laisserai la parole. Mais ce site monavenirdans-le-nucléaire.fr, c'est en fait une initiative encore de la filière nucléaire pour faire découvrir les métiers. Et le site recense les formations qui mènent au métier. Les métiers sont présentés avec des vidéos attractives, faites par des salariés très fiers de leur métier d'ailleurs. Et on a recensé, voilà, les offres d'emploi de la filière nucléaire, elles sont toutes sur ce site-là. Et il y en a aujourd'hui 6 400 exactement. Donc 6 400 recrutements en cours dans la filière nucléaire. Voilà. Merci Hélène. Karine, tu voulais sur le sujet, peut-être juste, oui. Sur le sujet de l'attractivité, je voudrais en complément d'Hélène citer deux exemples parce que effectivement le sujet c'est d'attirer les jeunes vers nos métiers au démarrage. On a deux initiatives qui permettent, deux exemples qui permettent d'illustrer un peu comment ça peut se passer. Vis-à-vis des très jeunes, on s'est saisi de l'opportunité des nouveaux stages de découverte de l'entreprise de seconde. Ont été mis en place. On a accueilli, nous, on a la chance d'avoir 800 points de présence en France, donc on est très disséminés sur le territoire. On est présent dans des agences très locales et on a demandé à chacune de nos agences de faire l'effort d'accueillir plusieurs jeunes, ce qui fait qu'on a plusieurs centaines de jeunes qui ont été accueillis grâce à ce stage de seconde et on a essayé pendant les 2 semaines de présence
par petits groupes, de leur faire découvrir tous les métiers qu'ils ne soupçonnent pas au sein de nos industries, de nos activités. Et pour certains métiers sont connus, d'autres pas du tout. Pour certains, on peut espérer qu'on a planté une graine en seconde qui va faire florès jusqu'à la terminale et peut-être au-delà, de manière à les inspirer un petit peu dans leur établissement de jeunes carrières. Et puis le deuxième exemple, c'est on a comme beaucoup de grandes entreprises un graduate programme. On sélectionne de façon assez oui, ambitieuse une vingtaine de jeunes diplômés et on les prend pendant 18 mois, on les recrute en CDI et pendant 18 mois, à travers 3 séquences de 6 mois, on leur propose d'aller découvrir un nouveau métier et ils vont découvrir donc trois secteurs complètement différents au sein de l'entreprise. À la fin, l'entreprise et eux-mêmes vont choisir le métier dans lequel ils ont envie de démarrer leur carrière. Ça leur permet, là encore, de faire parfois des découvertes dont ils n'avaient pas idée avant et qui leur permettent de démarrer une carrière dans un domaine à la fois nouveau ou en tout cas non planifié dans leur jeune plan de carrière. Juste un petit clin d'œil pour Hélène, parce que le nucléaire, c'est aussi un métier qu'on aime faire au sein d'Equans. On a plusieurs business units qui travaillent là-dessus. Une fois qu'on a réussi à attirer les jeunes et les moins jeunes dans ce métier, c'est un métier tellement passionné qu'à chaque fois je rencontre des collègues qui sont dans cette branche, jamais de la vie ils envisagent de faire autre chose. Donc finalement, le vrai sujet, c'est de les faire venir parce qu'une fois qu'ils sont dedans, ils sont tellement passionnés que c'est quelque part, ils vont probablement dédier une grande partie ou la totalité de leur carrière au métier. Merci Stéphane. Et là-dessus, Karine, on vient de parler de l'orientation des plus jeunes. Je sais qu'en préparant cette discussion, tu avais une conviction à partager sur l'orientation des plus jeunes. Peut-être déjà en synthèse, ce qui est clé dans l'orientation des jeunes, c'est la méconnaissance, ça a été dit par Hélène et Stéphane, des métiers, donc toutes les actions de gamifier, de découverte de métiers sous forme de challenge ou d'outils gamifiés contribuent à ça. Et c'est peut-être aussi de se dire, les représentations, elles sont à lever auprès des jeunes, mais aussi des prescripteurs que sont les parents et les professeurs. Voilà. Et une autre illustration, au-delà de l'enjeu de l'attractivité des jeunes, c'est le levier de l'attractivité des bassins d'emploi et des territoires. Je voudrais citer l'exemple de la fabrique prospective portée par l'Agence nationale de cohésion des territoires qui a travaillé justement sur cet enjeu d'attractivité des métiers et des compétences industrielles et qui a réuni acteurs publics et acteurs privés. Hélène le soulignait, l'importance de cette collaboration et qui a travaillé autour de plusieurs actions autour de la qualité de vie des bassins d'emploi, type logement, transport, conciergerie, vraiment pour que ce soit un levier d'attractivité supplémentaire aux efforts faits par les entreprises. Merci Karine. Je propose qu'on aborde maintenant le thème de l'offre de formation. On sait on s'est dit qu'il fallait s'appuyer sur l'offre de formation initiale et existante. En revanche, elle ne suffira pas partout. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, Stéphane, c'est est-ce que les entreprises peuvent se contenter d'attendre qu'elles s'adaptent? Est-ce qu'elles doivent prendre des initiatives? Et est-ce qu'il y a une échelle géographique à laquelle c'est pertinent d'agir sur le sujet? Alors vous avez raison, hein, c'est le sujet, c'est le sujet de long terme. Donc pour nous, la clé, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est l'alternance, hein, c'est le fait de pouvoir accueillir des jeunes pendant leur cursus éducatif, de manière à ce que à la fois ils acquièrent de la compétence fondamentale et théorique, et en même temps ils mettent le premier pied dans l'entreprise qui va les aider grandement à démarrer leur carrière. Donc ça nécessite pour nous plusieurs actions. La première, c'est d'inciter fortement nos techniciens et nos cadres d'enseigner eux-mêmes, c'est-à-dire nos spécialistes très compétents vont enseigner dans les établissements d'enseignement autour de leur domicile. Deuxième élément, on met quelque part à nos opérationnels un objectif d'alternance qui est très ambitieux puisqu'on leur demande d'atteindre entre 7 et 8% d'alternants dans toutes les équipes, qu'elles soient opérationnelles ou fonctionnelles au sein d'Equans France. Donc ça, c'est vraiment un objectif qu'on se donne et on y arrive plutôt pas mal puisqu'aujourd'hui, on est à 7,5% d'alternants, ce qui fait, encore une fois, 2400 alternants dans toute la France, qui est un beau chiffre, mais qu'on souhaite encore développer. Et le sujet, si vous voulez, c'est qu'on souhaite aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire que dans nos métiers, il y a beaucoup de limites en termes de santé, sécurité, à l'emploi des mineurs sur nos chantiers notamment.
Et on souhaite aller encore plus loin en proposant à des jeunes qui n'ont pas encore 18 ans de pouvoir s'initier à nos métiers. Et pour ça, là aussi, on a une action à mener vis-à-vis des pouvoirs publics de manière à rendre, sans bien évidemment dégrader la sécurité qui est notre sujet numéro un, à rendre les métiers un peu plus faciles d'accès pour les mineurs, de manière à, encore une fois, à ce qu'on puisse influer sur leur orientation professionnelle et faire en sorte qu'ils s'orientent vers les métiers le plus tôt possible. En sachant que l'alternance permet quand même de fidéliser la plupart de nos jeunes, et c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire une fois qu'on a un jeune en alternance pendant 1, 2 ou 3 ans, l'idée à la fin, c'est de lui proposer un emploi stable et de le conserver dans dans sa spécialité à laquelle il aura été formé. Une fois que la formation initiale est achevée, on est dans une logique de formation continue permanente, et on a constitué à l'intérieur d'Equans ce qu'on appelait des académies internes. Donc, on a une académie, par exemple, on a une académie des process qui permet de former nos techniciens et aussi nos ingénieurs aux métiers spécifiques des process industriels pour nos clients industriels. On a une académie de formation des électriciens du nucléaire. Donc là, on est proche des spécialités dont parlait Hélène tout à l'heure, qui nous permet là encore de spécialiser les électriciens vers les métiers spécifiques qui s'exercent à la fois dans les centrales nucléaires et dans les métiers du nucléaire. Et ça, on essaye de le décliner dans toutes nos spécialités, c'est-à-dire créer en interne la formation continue et les établissements internes de formation continue qui vont nous permettre de conserver les gens avec à la fois l'employabilité et puis la mise à jour de compétences permanentes. Vous citiez dans notre préparation quelques exemples associés finalement à l'expérience de la fibre. Oui. Alors effectivement, on parle souvent dans l'électricité de courant fort et courant faible. Là, on est plutôt dans les courants faibles et la fibre optique en réalité. Donc on est encore un tout petit peu plus loin. On est dans la transition digitale et numérique. On a participé de façon très active au plan fibre en France qui a été conçu pour équiper finalement tous les foyers français de connexion fibre optique de manière à pouvoir avoir un accès Internet facilité et rapide. Et du coup, dans un certain nombre de zones rurales françaises, on a dû déployer des kilomètres et des kilomètres de fibre optique pour aller jusqu'à l'utilisateur final, jusqu'à la maison ou jusqu'à l'immeuble d'habitation. Et pour ça, il a fallu former des centaines de techniciens de fibre optique. Et on a travaillé avec les pouvoirs publics, souvent avec France Travail, avec l'AFPA, avec le Greta, avec tous les acteurs locaux, à la fois publics, mais aussi dans la profession. On était très souvent alliés avec des confrères de la profession, de manière à former des cohortes de 10, 15, 20 jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de tous âges, qui étaient intéressés pour se former et pour participer au déploiement de la fibre optique en France. Donc ça a été une opération qu'on a menée dans plusieurs grandes régions en France, très positive parce que à la fois créatrice d'emplois, mais aussi créateur d'une spécialité finalement rare à laquelle l'éducation nationale n'avait pas encore répondu parce que la technologie était probablement au démarrage un peu trop nouvelle et un peu trop pointue pour que des formations spécialisées puissent exister. Et alors, si je peux me permettre d'être un tout petit peu provocant, Stéphane, vous nous avez dit au début que la féminisation, c'était très important. Et pour l'instant, vous n'avez pas évoqué d'initiative en faveur de la féminisation. Est-ce qu'Equans agit sur le sujet ? Alors, soyons honnêtes, transparents. Nous estimons très insuffisant en matière de féminisation, puisque on a un taux de féminisation qui est entre 20 et 22%. Et dans les métiers sur le terrain, on est plutôt à 17-18%. Donc on est à un niveau de féminisation très nettement insuffisant et pas du tout au niveau qu'on souhaiterait. Et on a plusieurs initiatives. On essaye évidemment à la fois à la source, encore une fois, de favoriser toutes les initiatives qui vont permettre aux jeunes femmes de se diriger vers nos métiers. Par exemple, on est un partenaire actif de l'association Elle Bouge, qui permet de convaincre les jeunes filles et les jeunes femmes de s'orienter vers les métiers traditionnellement, entre guillemets, et faussement masculins. Et puis, on mène aussi des actions de formation initiale ou de reconversion destinées à un public majoritairement féminin. Je vais citer un exemple. On est en partenariat avec un lycée technique du 11e arrondissement à Paris,
où on forme une fois par an une promo de 15 jeunes et moins jeunes, femmes, qui se reconvertissent vers le métier d'électricienne du bâtiment à partir de tout cursus professionnel, hein. Elles ont envie de changer d'orientation pour des raisons qui leur sont personnelles. On a des puéricultrices, on a des aides-soignantes, on a des coiffeuses, on a des charcutières, on a un petit peu de tout, mais qui souhaitent avoir une autre orientation et on leur propose pendant un an d'avoir un titre professionnel d'électricienne du bâtiment. C'est en alternance, donc elles ont la moitié de leur temps en théorie au lycée professionnel et puis la moitié de leur temps en entreprise. Et aujourd'hui, notre taux de transformation de ces femmes en CDI à la fin, on est sur 80%. Donc finalement, vous allez me dire 15 personnes par an, c'est une goutte d'eau peut-être, mais si on arrive à faire le même type d'exercice dans toutes les régions, parce que là c'est vraiment très local, et ben finalement on arrivera à féminiser progressivement un peu plus la profession. Et pour vous, Hélène, alors le nucléaire, c'est très particulier. Il y a une complexité technique très spécifique et des métiers, notamment sur la soudure, très particuliers. Est-ce qu'on arrive à former des gens qui ne viennent pas finalement d'une sorte de sérail de formation dédiée à l'industrie et au nucléaire? Oui, alors on a un peu le même type d'exemple que celui dont parlait Stéphane. Alors qui est pas dédié aux femmes, mais avec quand même une vocation à énormément féminiser en fait nos recrutements. L'idée, c'est quoi? Alors nous, ça a démarré dans les Hauts-de-France, à côté de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est la plus grosse centrale nucléaire de France, avec 6 réacteurs, et dont on souhaite également prolonger la durée de vie. Donc ça veut dire des gros travaux à venir en termes effectivement de soudure, de tuyauterie. Et l'idée, c'est que les entreprises qui sont partenaires du groupe EDF et qui vont aller réaliser ces travaux dans le domaine du soudage et de la tuyauterie ont besoin de se sourcer. Et on a décidé d'aller les sourcer un peu différemment, puisque justement, c'est des profils qu'on ne sait pas toujours trouver. Et donc, on a décidé d'aller travailler l'aspect reconversion au plus près de nos besoins, puisqu'on sait qu'il y a un déficit de mobilité, surtout pour les personnes en reconversion, hein, parce que les personnes en reconversion, voilà, elles sont installées, elles ont leur famille, etc. Que ce soit un homme, une femme, j'ai envie de dire, peu importe, la famille est souvent installée. Et donc, on va aller créer des formations pour permettre des reconversions au plus près de nos besoins en recrutement. Donc là, ça se situe à côté de Gravelines, à Dunkerque. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller recruter des personnes avec une méthode qui est une méthode France Travail qui nous a beaucoup aidé dans cette initiative et qui nous aide beaucoup d'ailleurs au quotidien sur toutes nos actions. Mais c'est la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode de recrutement sans CV. On ne regarde pas le CV, on ne regarde pas les diplômes. L'idée, c'est de soumettre les candidats qui seraient intéressés pour venir nous rejoindre à des tests dits d'habileté, c'est-à-dire en fait, voilà, on leur fait vaguement avec un carton et un marqueur. Alors, je dis ça de manière très simple, mais ce sont des tests qui sont validés par des vrais soudeurs, par les entreprises de la filière nucléaire. Et à l'aide de quelques tests d'habileté, on va pouvoir aller regarder si les candidats ont effectivement l'habileté pour pouvoir ensuite être formés, bien sûr, il y a une formation derrière, au métier de soudeur. Et donc, avec cette méthode de recrutement par simulation, dite MRS, on a recruté, alors on a commencé il y a 2 ans, d'abord une promo d'une douzaine de soudeurs qui venaient de tout métier, qui venaient de tout métier. Alors, hein, pareil, on avait des chauffeurs de bus, on avait des pizzaiolos, on avait, voilà, dont une proportion importante de femmes. L'idée, c'est d'avoir quand même des femmes qui se dirigent vers nos métiers. Et l'initiative a tellement plu, finalement, avec un taux de réussite aussi assez important, qui fait que les entreprises de la filière nucléaire ont dit on recommence l'année d'après. On a recommencé donc l'année dernière. Et en plus du titre pro de soudeur, on a fait un titre pro de tuyauteur. Et puis, on va rajouter un titre pro de robinettier, qui est un autre métier, les personnes qui s'occupent de réparer les vannes dans les circuits des centrales nucléaires. Et donc l'idée avec ça, c'est que, encore une fois, ça montre l'importance de coopérer, puisqu'on a France Travail qui apporte cette méthode de recrutement par simulation, et qui va nous trouver des publics auxquels on n'aurait pas eu accès sinon. Finalement, si on avait regardé simplement des CV, on aurait dit, ah bah non, pas possible. Donc, on a France Travail, on a le Greta et un lycée professionnel qui ont permis de concevoir la formation ensuite de ces personnes, qui sont aussi formées en alternance, hein, même exemple que celui de Stéphane, et qui ensuite sont embauchés en CDI dans les entreprises de la filière. Et ça, c'est une initiative qui nous a permis de féminiser, puisqu'on veille à avoir un taux de femmes important, qui nous a permis de féminiser en fait ces métiers de soudeur et de chaudronnier. Et vous voyez en fait l'importance aussi, alors au-delà finalement de cette notion de coopération dont je parle à nouveau, la notion de lieu géographique dont vous parliez dans votre question, Quentin,
qui est pour nous essentiel, hein. Et nous, le parti pris au niveau de l'Université des métiers du nucléaire, c'est depuis le départ de travailler à la maille régionale. Alors d'une part, comme je le disais, parce que avec les enjeux, les difficultés de mobilité, c'est quand même, on trouve un peu plus malin d'aller former au plus près de nos besoins en recrutement quand on le peut. Et d'autre part, parce que depuis la loi de 2018, ce sont les régions, euh, les conseils régionaux et les régions académiques, donc les rectorats d'académies de régions, qui ont la compétence en matière de formation, mais aussi d'ailleurs en matière d'orientation et d'information sur l'orientation. Et donc, si on veut adapter la carte des formations et travailler sur l'attractivité, c'est à la maille régionale qu'il est intéressant de le faire, en tout cas si on veut le faire avec les acteurs à la fois les élus locaux, l'éducation nationale et les rectorats. Et donc, l'idée, c'est de travailler à la maille régionale. Nous, on s'appuie sur des campus des métiers et des qualifications à la maille régionale, ce qui permet finalement de travailler tous ensemble avec les acteurs industriels, cette offre de formation, qu'elle soit initiale ou professionnelle continue. Et puis je rejoins ce que je disais, Stéphane, on a, nous, permis de soutenir un certain nombre de créations de formations en complément de la formation initiale, des formations qui sont donc créées par des industriels pour pouvoir, j'ai envie de dire, finaliser la formation initiale une fois que les personnes sont recrutées et ensuite leur apporter cette formation tout au long de la vie qui est vraiment importante pour continuer à progresser et pour fidéliser aussi. Et donc c'est vrai que les entreprises de la filière nucléaire, elles ont énormément développé de chantiers écoles, de formations internes, d'ateliers. 30% de l'offre de l'effort de formation, en fait, est réalisé par les industriels dans la filière nucléaire. Donc, c'est considérable. Et sur ces sujets, Karine, en amont de notre discussion, tu faisais part d'un enjeu de lisibilité aussi de la formation. C'est vrai. Ah, on t'entend pas, Karine. Oui, excusez-moi. Voilà. Beaucoup de choses ont été dites et Hélène le soulignait dans la première partie du webinaire. Il y a un enjeu de lisibilité, on l'a vu au travers des deux exemples. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent en matière de formation, mais elles restent peu connues. Donc il y a un vrai levier sur comment rendre les actions de formation plus lisibles, comment travailler sur un référentiel commun et en dernier lieu, comment mutualiser l'ensemble de ces actions au plus près des territoires. Et j'espère que toutes les entreprises dépasseront un peu le champ de la concurrence et pour mettre en commun les plateaux techniques, les actions de formation pour les publics qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler de nos voeux. Stéphane, on a déjà un peu abordé la question de la reconversion, mais j'avais envie de revenir sur le sujet avec vous. Est-ce que vous avez en tête des conditions, des bonnes pratiques pour réussir les conversions? Je dirais Quentin, il y a deux conditions à mon sens. Il y a deux conditions de proximité. Il y a une condition de proximité professionnelle. Je vous parlais tout à l'heure du déploiement du plan fibre en France. On va arriver en 2027, dans 3 ans, ça arrive vite, hein. On va arriver au terme de ce plan et quasiment toute la France sera fibrée avec un accès de tous les citoyens de façon assez facile à la fibre optique. Nos techniciens fibres, il y a certains qui vont rester dans le métier parce qu'ils seront chargés d'exploiter et de maintenir les réseaux, et un certain nombre va quitter le métier parce que le grand déploiement nécessitant beaucoup de monde sera achevé, et on va les reconvertir, on a déjà commencé. Finalement, quel est le point commun entre un technicien fibre et une autre spécialité dans le métier? Finalement, le technicien fibre, il va déployer des réseaux aériens sur des poteaux, et puis il va déployer des réseaux souterrains dans des tranchées. Qu'est-ce qu'on fait de façon similaire? Les réseaux électriques dans les communautés de communes et dans les municipalités, c'est la même chose. On transporte du réseau électrique. Alors, il y a de la tension, mais c'est comparable sur des poteaux et dans les tranchées. Donc, on a déjà commencé à reconvertir nos techniciens de fibre optique vers des métiers de monteur électricien. Là, il y a une proximité métier. La deuxième condition, c'est la proximité géographique. Je rejoins complètement ce qu'a dit Hélène. Il est impératif de prendre en compte cette dimension, notamment quand on reconvertit, parce que par définition, quand on reconvertit, la personne a déjà démarré sa carrière, mais aussi sa vie personnelle. Ça veut dire qu'elle s'est installée quelque part, elle a éventuellement fondé une famille et qu'elle n'est pas forcément prête à déménager pour faire des centaines de kilomètres. Donc le sujet, c'est de faire en sorte que le bassin de reconversion soit dans un environnement géographique compatible avec le maintien de la vie de famille de la personne qu'on veut reconvertir. Je vais juste citer deux exemples inverses
où là, on va demander un grand nomadisme, et on a quelques métiers qui sont liés à ça. Par exemple, le métier de la haute tension. Quand on fait une ligne à haute tension, on peut travailler partout en France parce que les pylônes d'une grande ligne à haute tension, ça peut se situer en zone urbaine, comme très souvent en zone totalement rurale ou montagneuse. Donc là, ça nécessite d'avoir en soi le désir et le goût de voyager quasiment en continu. Et puis d'autres métiers sont par essence nomades. Par exemple, on a des électriciens qui sont spécialistes dans les systèmes courant fort et courant faible d'aéroport. Une fois qu'on a terminé celui d'Orly, on peut être amené à partir sur celui de Nice et puis ensuite à Bordeaux. Donc là aussi, on a quelques métiers par essence nomades, mais ça reste finalement marginal. Le sujet, c'est coller à la proximité géographique des personnes lorsqu'on fait de la reconversion. Je peux peut-être rebondir, Oui. Quentin. Je me permets, et j'en profite pour prendre si je peux me permettre, une question qui est tout à fait en lien avec ce que vient de dire Stéphane, où on nous dit, vous omettez le fait que le travail en CNPE, en centrale, demande des déplacements extrêmement réguliers. Alors, c'est vrai. C'est vrai que dans les travails, alors CNPE, c'est des centrales nucléaires de production d'électricité, hein, pour les non-initiés. C'est vrai qu'il y a deux types de populations qui travaillent dans les centrales nucléaires, ceux qui sont à demeure et qui font plutôt fonctionner la centrale quand elle fonctionne, c'est-à-dire la plupart du temps, mais régulièrement, alors tous les 12 ans, tous les 12 mois ou les 18 mois selon les types de centrales, on va arrêter cette centrale pour recharger du combustible nucléaire et faire des travaux de maintenance. Et ces travaux de maintenance, donc sur les 57 réacteurs que nous avons maintenant en France, on fait appel à des équipes de techniciens de maintenance dans tout métier, hein, soudage, chaudronnerie, robinetterie, etc., électriciens, qui vont être des personnes qui travaillent effectivement en itinérance et qui vont aller travailler de site en site au rythme des arrêts de tranche. Et donc c'est vrai qu'on a aussi des métiers dans le nucléaire qui demandent en fait à être mobiles et qui sont des métiers en fait itinérants, hein. Et alors moi-même, avant de prendre cette mission à l'Université des métiers du nucléaire, je dirigeais une entité en interne du groupe EDF de 1500 techniciens itinérants qui travaillaient dans le domaine de la maintenance et de la logistique au service des centrales nucléaires du parc nucléaire d'EDF. Et je sais ce que c'est qu'effectivement de recruter, alors à la fois de travailler dans ces conditions-là, et puis de devoir recruter et fidéliser ces personnes qui sont beaucoup en déplacement. Moi, je rejoins ce que disait Stéphane, c'est plus compliqué de recruter, évidemment, quand on a ces contraintes de déplacement, même si, évidemment, il y a aussi des joies à travailler en déplacement, et puis que les contraintes sont bien rémunérées. Mais ça reste une contrainte, évidemment. Et ce qu'on constatait quand même, c'est que c'est plutôt en début de carrière qu'on arrive à faire venir des gens sur des métiers itinérants et puis qu'ensuite ils se sédentarisent la plupart du temps. Mais c'est un vrai sujet et oui, évidemment, on a aussi beaucoup de carrières itinérantes dans le nucléaire. Je vous remercie d'avoir finalement pris une question au vol et Je vous en prie. j'en profite pour redire à tous ceux qui nous écoutent, les inviter à nous poser des questions. Je vais justement me saisir d'une autre question qui nous a été partagée. Finalement, on a beaucoup parlé de ce que vous, entreprise, vous faites et avec l'aide des pouvoirs publics pour attirer un maximum de personnes. En fait, on a une question en forme de vocation qui est finalement quel cursus vous recommanderiez pour se reconvertir et aller vers des métiers en lien avec la transition énergétique. Je pense qu'on peut aussi l'envisager sous l'angle finalement quand on est finalement quand on se sent appelé par cette vocation-là, comment est-ce qu'on navigue et comment est-ce qu'on fait ses choix sur ce sujet. Moi, je peux démarrer si vous voulez, Quentin. Allez-y, Stéphane. Déjà, merci pour la question. Ça prouve qu'il y a un intérêt pour notre webinaire. Moi, j'allais dire qu'il y a deux orientations qui permettent de toute façon d'aboutir chez nous, c'est-à-dire les métiers de la transition énergétique. C'est les formations d'électriciens au sens large et les formations de climatique au sens large. Grâce à ces deux formations initiales, qu'on se soit une formation de technicien jusqu'à une formation d'ingénieur, voire au-delà, de toute façon, on peut aboutir sans difficulté au métier de la transition énergétique. Alors ensuite, comme on se le disait avec Hélène tout à l'heure, l'entreprise va vous accompagner dans votre parcours d'acquisition de compétences. Dès l'instant où vous êtes rentré dans l'entreprise, on vous prendra en charge du jour 1 jusqu'à la fin de votre carrière, parce que ce sont des métiers qui évoluent énormément au plan technologique
et en permanence, on vous proposera de vous mettre à jour et de progresser dans vos compétences. Et dès l'instant où vous choisissez un de ces deux grands métiers, électricien, climaticien, vous avez déjà choisi la bonne direction. Et pour vous, Hélène, l'électricité, la climatique aussi ou... Oui, moi, je partage évidemment ce que dit Stéphane. La filière nucléaire recrute énormément aussi. Alors, un des métiers dans lequel on va recruter le plus, c'est le métier de chef de projet. Donc, chef de projet, c'est très généraliste finalement. Voilà, j'ai envie de dire, tous les diplômes d'ingénieurs nous intéressent pour ces métiers de chef de projet. Et puis, j'en profite pour faire aussi une petite publicité pour notre portail Mon Avenir dans le nucléaire.fr qui a, en fait, on s'est posé cette question, on s'est dit, tiens, si un jeune a envie de venir et qui ne sait pas, en fait, par où commencer, vers quelle formation se diriger. Donc, on a mis en place sur ce portail Mon Avenir dans le nucléaire.fr un petit quiz avec quelques questions assez simples, en me disant, bah voilà, quel niveau d'études déjà vous videz, est-ce que voilà, vous avez du CAP, bac pro, bac plus 2, ingénieur, voilà, niveau d'études. Et puis des petites questions sur, voulez-vous faire un métier plutôt sédentaire ou justement vous déplacer? Voulez-vous plutôt travailler dans un bureau ou dans une usine? Voilà, il y a ce type de questions, très simples, 5-6 questions. Et à la fin, la personne est orientée vers une liste de métiers. Alors bon, évidemment, c'est le métier de la filière nucléaire dans notre cas, mais qui peuvent correspondre finalement à son profil. Et puis tout de suite après, la description des métiers, et puis il dit, bah voilà, moi j'habite par exemple à Dunkerque, et il clique et il va trouver la formation qui va bien pour faire ce métier-là à Dunkerque. Donc la vie est bien faite. Ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, c'est finalement l'idée qu'il peut y avoir des besoins dans un secteur pendant un certain temps, qu'ensuite on a finalement franchi un jalon sur le sujet. Là, je vais me tourner peut-être vers Karine d'abord. C'est finalement qu'est-ce que ça engendre comme impact sur le fait d'anticiper notamment l'offre publique de formation et les besoins financiers. Alors, merci Quentin, parce que la question d'anticipation, elle est clé et en même temps, c'est une des questions les plus difficiles à adresser dans la matière. Aujourd'hui, on le voit au travers des exemples donnés par Hélène et Stéphane, les parcours ne sont plus linéaires. On sera amené à changer plusieurs fois de métier tout au long de nos carrières et les entreprises font ce qu'il faut pour nous accompagner tout au long de cette vie professionnelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut voir la question de la reconversion comme une opportunité et non plus quelque chose de subi dans le cadre, comme ça l'était avant, de plan de restructuration. Pour ce qui est de la question de l'anticipation, il y a pareil plusieurs je pense aux AMI, CMA, mais il y a plusieurs études prospectives qui sont réalisées dans différents secteurs. Peut-être là, une fois encore, la question de la mutualisation de l'ensemble de ces études prospectives pour essayer de réduire un peu les incertitudes peut être un bon levier. Et Hélène, Stéphane, un peu en guise de question finale, est-ce que la transition énergétique, c'est un premier exemple, le premier témoignage majeur du fait que les carrières linéaires, c'est terminé? Moi, je veux bien répondre à ça pour démarrer. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier et le dernier exemple. Je pense qu'on est une partie de la chaîne. La beauté de nos métiers, c'est que en matière de transition énergétique, de transition industrielle et de réindustrialisation, on a quelques longues années devant nous de prospérité et de développement. Ça aura forcément un terme, comme toute épopée humaine, hein. Toute épopée humaine a un terme. Mais là, on a de belles années devant nous. On a des métiers qui sont tous demandeurs de compétences. On a du recrutement et on a aussi ce côté diffus dans les territoires, hein. Je pense qu'Hélène ne va pas me contredire. On n'a pas forcément des centrales nucléaires partout, mais probablement tout au long des grands fleuves de France. On est présent dans ces métiers de la transition énergétique partout. Et du coup, ayant à la fois ces années de développement devant nous et ce côté diffus et très régional, très local de nos activités, on a de quoi, je pense, répondre à beaucoup de questions que les citoyens se posent. Hélène, si vous voulez dire un dernier mot.
Non, mais pas mieux. Enfin, moi, j'adhère complètement à ce que vient de dire Stéphane. On a du travail pour de longues années avec ces perspectives industrielles que je citais en début de webinaire. Et effectivement, des centrales nucléaires, il n'y en a pas dans toutes les régions, mais dans d'autres régions, on a des usines de fabrication de composants, on a des usines de recyclage, on a le traitement des déchets nucléaires. Donc en fait, la filière nucléaire, elle est partout, en France et aussi à l'international, avec des défis industriels qui vont être présents et qui vont nous occuper de longues années. Donc ce sont des défis passionnants, c'est une aventure humaine et voilà, donc j'ai envie de dire, rejoignez-nous dans cette aventure. Eh bien, merci beaucoup. Notre session aujourd'hui touche à sa fin. Hélène, Stéphane, Karine, merci pour ces échanges passionnants. C'est donc la fin de notre webinaire sur le thème du défi de la pénurie des compétences en matière de transition énergétique, qui faisait partie de notre semaine de la transformation Julie Esterwen, avec une série de rencontres qui continuent encore cette semaine, et notamment jeudi, un webinaire sur le thème du défi de la montée en compétences, de l'upskilling et du reskilling. Voilà, merci à tous pour votre participation et merci à nos grands témoins. À bientôt.